Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur 8 Mont Blanc. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information en Savoie Mont Blanc. Nous sommes le mardi 6 novembre 2018. C'est parti pour 45 minutes de très belles rencontres. Au programme ce soir, Camille Génieux viendra nous présenter la grande Odyssée Savoie Mont Blanc 2019, une édition de très gros haut niveau. Nous parlerons du projet People of Val Thorens avec son organisateur Franck Monnier. Et en fin d'émission, un atelier travaux pratiques avec Mary Want pour essayer de fabriquer un baume respiratoire. Mais avant d'accueillir mes invités, Victoria, pour les titres du journal. Salut Victoria. Salut Seb. Alors ce soir Victoria, on va commencer avec un très joli reportage sur des jeunes enfants malades qui ont pu s'essayer au parapente. Oui, tout à fait. C'est l'association Nos Petites Étoiles qui a invité une dizaine de familles à découvrir le temps d'une journée le monde d'Eliot Notches, champion du monde de parapente acrobatique en 2015. On verra un reportage dans le journal. Et puis les acteurs régionaux du tourisme veulent séduire les jeunes. Oui, tout à fait. Ils étaient réunis aujourd'hui à Chambéry pour le projet Génération Montagne qui a été lancé en 2017 et qui vise donc à faire revenir les jeunes dans les stations. Emmanuel Jaude était sur place, on verra son reportage. On passe à notre revue de presse quotidienne. Alors malgré les récentes précipitations enregistrées ces derniers jours, les conséquences de la sécheresse sont encore bien présentes en Savoie Mont Blanc. Oui, et on en voit un exemple dans cet article de France Bleu Pays de Savoie. En Savoie, donc deux communes, celle de Saint-Franc et celle de Saint-Jean-de-Couz, sont obligées de faire appel à des camions-citernes pour se ravitailler en eau potable. À Saint-Jean-de-Couz notamment, le ruisseau du village est complètement à sec, il a totalement disparu. Et depuis un mois, 3 camions-citernes sont nécessaires par semaine pour ravitailler la petite commune savoyarde. Les habitants font bien sûr attention, ils limitent leur consommation et les agriculteurs, eux, redoublent d'efforts pour abreuver notamment les bêtes puisque toutes les sources sont taries en altitude. Des nouvelles de Victor Delerue. Oui, et une très belle vidéo que tu as trouvée, Seb, sur le site de l'équipe. Ce sont donc les premières images de son film. Le film s'intitule Frozen Mind et il sortira en décembre. 4 minutes d'images impressionnantes tournées à Chamonix. Donc Victor Delerue, c'est le petit frère de Xavier Delerue et il participera pour la première fois au Freeride World Tour. Donc en 2019, il suit donc les traces de son grand frère. Ah bah parfait. As a kid already, you always wanted to follow our tracks. You've always been the one who feels every flake, who's been dancing with the feelings, with the flow, with style. Your trajectory has no rule, Victor. You fly over the snow. De rechausser les skis. Carrément. Toi, Seb, tu nous parles des ados et des écrans. Oui, un chiffre alarmant. Les ados de Savoie passent près de 21 heures en moyenne par semaine devant un écran numérique. C'est une enquête de l'Observatoire de la famille, une enquête réalisée auprès de 1058 familles. Donc quand on dit ados, c'est moins de 18 ans. Il faut savoir qu'une famille savoyarde a 7 écrans dans son foyer contre 10 pour la moyenne nationale. Malheureusement, cette étude montre également que les jeunes de Savoie passent 2 fois plus de temps derrière un écran qu'à faire des activités de plein air. Un dernier chiffre tout aussi étonnant et tout aussi inquiétant, 19% des enfants de moins de 6 ans qui ont participé à cette enquête ont déjà un accessoire numérique, donc le plus souvent une tablette. Ça fait un peu froid dans le dos. Oui, effectivement. Et puis un calendrier peu commun. Oui, les pompiers d'Annemasse ont décidé d'innover un petit peu avec un calendrier 2019 un petit peu décalé. On voit justement en avant-première une des images qui sera dans ce fameux calendrier. Fini les photos un peu tristes aux couleurs défraîchies. Ce cru 2019 vous étonnera par son originalité. Il y aura des hommes, des femmes, des enfants ou dans des situations d'entraînement ou dans des scènes cocasses. Le calendrier a été imprimé en 1000 exemplaires et il sera bientôt distribué donc depuis début novembre jusqu'à janvier. Donc voilà, pour le coup, il y a une bonne affaire, bonne cause. C'est pour une bonne cause parce que les fonds sont reversés pour améliorer la vie en centre de secours. Voilà, merci Victoria. Merci Seb, à tout à l'heure. Allez, on passe à la rubrique Actu pour commencer ces invités. Je vous en prie, Camille Génieux. Alors vous êtes le directeur des opérations de la grande Odyssée Savoie Mont Blanc, la célèbre course de Mushing. 15e édition donc, qui aura lieu du 12 au 23 janvier prochain.
Une édition forcément particulière, presque un an après le décès d'Henri Cam. Oui, tout à fait. Une édition très particulière. Tout d'abord, c'est la 15e édition, donc 15 ans après que le projet d'Henri Cam est né. Et puis effectivement, ce sera la deuxième édition, puisqu'on a quand même fait l'édition dernière suite au décès d'Henri. Il avait participé à l'élaboration. Là, c'est vraiment la première. Bien évidemment. Et donc, c'est avec beaucoup de courage que sa fille, Annabelle Cam, a repris la gestion de tout ça avec toute l'équipe qui était en place et qu'on a réussi à bien gérer finalement cette 14e édition. Et on est parti sur une très belle 15e édition qui va proposer pas mal de nouveautés dont on va discuter. Alors, 25 mushers, 300 chiens seront donc présents sur la ligne de départ le 12 janvier prochain. Avec comme chaque année du très beau monde. Oui, tout à fait, ouais, du très haut niveau. Alors de par les différents changements qu'on a pu mettre en place cette année, on a réussi à finalement faire venir de nombreux mushers. Tout d'abord, on a un retour de mushers américains. On a un musher américain qui s'appelle Bailey Vitello qui revient. C'est pas arrivé depuis 8 ans qu'un musher américain vienne sur la Grande Odyssée. On a aussi un musher russe qui vient, voilà, donc on a une réinternationalisation de la course et on a des mushers de très bon niveau qui viennent cette année avec des mushers allemands notamment qui ont gagné les deux sœurs jumelles un petit peu de la Grande Odyssée qui sont l'Alpen Trail et la Norway Trail qui sont des courses aussi à étapes sur des formats un petit peu similaires à la Grande Odyssée. Le tenant du titre, Rémi Coste, défendra son titre justement. Bien évidemment, gagné en 2016 et 2018 de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Rémi Coste sera là et évidemment il y aura un plateau très relevé du point de vue sportif cette année avec notamment aussi une Norvégienne qui vient et qui a actuellement le meilleur attelage de mi-distance en Europe. Alors vous l'avez dit, plusieurs nouveautés pour cette édition 2019. Tout à fait. La première grande nouveauté, c'est que la course historique, qui était la course longue distance, qui proposait des étapes d'une 60aine de kilomètres, a été remplacée entre guillemets par la mid-distance, qui est une course que l'on a lancée il y a 2 ans maintenant, qui propose des étapes de 40 km et qui finalement s'adapte beaucoup mieux à la pratique du mushing aujourd'hui. Effectivement, on a des conditions d'enneigement qui sont de moins en moins bonnes et les entraînements sont plus difficiles pour les mushers. Et donc, c'est la nouveauté principale de cette année. Ça permet aussi de dynamiser la course, de faire des étapes plus courtes. Tout à fait, des étapes plus courtes, des étapes plus dynamiques et qui rejoignent aussi l'aspect événementiel de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, qui est évidemment une grande course, une grande compétition sportive, mais aussi un très bel événement festif, une très belle animation. Et de par ces distances raccourcies, on aura une animation qui sera forcément plus dense pour le nombreux publics qui viennent nous voir. Le fait que la réputation de la Grande Odyssée ne soit plus à faire, ça vous oblige à faire une sélection parmi les concurrents. Vous disiez tout à l'heure, il y a la crème de la crème. Alors, on a décidé cette année justement de ne pas faire de sélection et d'ouvrir les inscriptions comme ça, ce qui a permis finalement à pas mal de mushers de s'inscrire directement et à ceux qui voulaient vraiment participer. Et effectivement, la crème de la crème est quand même là, est quand même présente. On a même un niveau sportif qui est quand même au-dessus de ce que l'on a pu connaître les dernières années. Donc ce nouveau système nous satisfait totalement et les mushers aussi. Puisqu'ils sont tous inscrits très rapidement. Alors au programme, 12 jours de course, près de 400 km au total, plus de 15 000 mètres de dénivelé positif. Le parcours, alors on l'a dit, les étapes sont plus courtes, mais le parcours est sensiblement le même que les années précédentes, avec un départ de Samoin et une arrivée à Bonneval. Tout à fait, ouais, exactement. Donc un départ sur la vallée du Gifre, un passage par les portes du Soleil, Megève aussi au passage sur la Haute-Savoie. Et puis ensuite, on bascule en Savoie avec notamment la vallée de la Tarentaise et puis la vallée de la Haute-Maurienne-Vanoise. Et ainsi aussi une incursion sur le domaine de la Fécla à Savoie-Grand-Revard. Ces dernières années, vous avez été pas mal impacté par la météo. J'imagine que vous serez prêt à faire face à toute éventualité pour cette édition 2019. Alors effectivement, à force de toujours devoir refaire des plans, etc., voilà, on a aussi de nombreux plans de repli. Et puis depuis l'année dernière, on a déjà travaillé sur tous les plans de repli possibles, que ce soit en condition de manque de neige, avec des étapes plus courtes, ou en condition de trop de neige, comme c'était le cas l'année dernière, où on a dû réduire aussi des portions de parcours parce qu'ils n'étaient pas accessibles, parce qu'ils étaient dangereux, ils étaient dans des conditions avalancheuses. Et donc voilà, on a tout un panel de plans préparés, imaginés, avec les différents interlocuteurs que l'on peut avoir dans les domaines skiables, et prêts à être déployés sur le terrain le jour J en fonction des conditions météo. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui la principale force de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc ?
Il n'y a pas une seule force, c'est un ensemble Une de somme. forces. C'est tout un équilibre de forces qui font la qualité de cet événement. Tout d'abord, l'aspect sportif, bien évidemment, les mushers, de nombreux mushers, des fidèles, mais aussi des nouveaux avec un très bon niveau sportif. Un public fidèle, on a plus de 50 000 spectateurs qui viennent nous voir sur l'ensemble des étapes. Et puis voilà, il y a évidemment tous les partenaires qui nous suivent, toute la presse, les bénévoles, voilà, tout cet ensemble font qu'on a un certain équilibre pour la réussite de cet événement qui est un événement assez complexe finalement. On a parlé des mushers, parlons maintenant des chiens. Ce sont eux aussi les véritables acteurs de cette épreuve, de véritables athlètes. Et il y a d'ailleurs toute une partie du staff, environ 10 personnes qui leur en sont complètement consacrées avec beaucoup de vétérinaires notamment. Tout à fait, on a une équipe vétérinaire comme sur les différentes autres courses de chiens de traîneau, généralement, hein, où là on a effectivement 12 vétérinaires, donc 8 docteurs vétérinaires qui sont là et qui sont à plein temps, qui sont dédiés à la santé animale des chiens, et 4 étudiants vétérinaires qui viennent compléter cette équipe santé animale qui est là pour conseiller les athlètes, pour conseiller les mushers sur les soins à apporter aux chiens, pour vérifier aussi que les chiens sont dans un bon état de santé pour continuer la course. Ils sont là aussi pour contrôler en amont, à l'arrivée justement des mushers, pour vérifier que les chiens soient bien aptes à pratiquer. Et on a un vrai regard sur cette santé animale. C'est très important pour nous. Le respect du chien est évidemment prioritaire dans les activités de mushing, et on essaye de le faire au maximum sur la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Parce qu'on ne s'en rend pas forcément compte, mais les organismes des chiens, des mushers bien évidemment, mais aussi des chiens, sont vraiment mis à rude épreuve. À très rude épreuve, tout à fait. J'ai envie de dire, ce sont presque eux les athlètes. Évidemment, le musher est là c'est le leader, c'est celui qui va un petit peu mener l'attelage de chiens, mais ce sont eux qui tirent, ce sont eux qui travaillent beaucoup. Et ce sont des vrais athlètes qui ont un entraînement très intense, très long de préparation en amont de la Grande Odyssée, qui est d'ailleurs généralement la première course que les mushers font en début de saison. Donc voilà, il y a beaucoup de préparation comme un sportif de haut niveau le ferait. Dernière question, quel serait le portrait robot portrait robot type du vainqueur de cette édition 2019? C'est un petit peu compliqué, on est nous-mêmes en plein doute parce qu'on a vraiment une bonne qualité sportive. Je ne saurais pas honnêtement répondre à la question. Ça peut aussi bien être une femme ou un homme parce qu'on a de très bons niveaux sur les deux sexes et puis de très bons attelages de part et d'autre. Donc voilà. On regarde le teaser de cette grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc 2019. Un magnifique paysage de neige qu'a démarré la Grande Odyssée. C'est la plus grande course de chiens de traîneau au monde, sur plus de 800 km. La Grande Odyssée rassemble la crème des mushers mondiaux. Die große Odyssee unter dem Mont Blanc. La Grande Odyssée. אנחנו באלפים הצרפתיים בתחרות שנקראת la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Une course de légende. C'est l'une des courses les plus difficiles et la plus belle du monde. Ces hommes de la neige, ces attaches exceptionnelles vont vous emmener, vont vous emporter, vont vous transporter. Mesdames et messieurs, vous êtes au cœur de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. On rappelle les dates. Du 12 au 23 janvier 2019 en Savoie-Mont-Blanc. Merci beaucoup Camille Génieux. À bientôt. Merci à vous. Allez, on passe à notre rubrique Lifestyle. J'accueille à présent Franck Mounier. Installez-vous sur le canapé d'Accès Direct. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous travaillez depuis maintenant bien longtemps du côté de Val Thorens. Ça fait 24 À l'Office du tourisme, c'est bien ça? Non, pas à l'Office du tourisme. Non, j'ai eu des mauvaises sur ça. Je travaille dans une résidence de tourisme. D'accord. Voilà. Vous êtes donc l'organisateur du projet People of Val Thorens. Oui. Tout simplement, qu'est-ce qui se cache derrière ce nom? Alors déjà, le nom est en anglais. J'aurais préféré trouver un nom en français, mais déjà light painting, c'est une technique photo en fait qui prend aussi un nom en anglais. Donc derrière ce projet se cachent en fait 50 portraits de personnes de Val Thorens. Que vous avez réalisé? Que je suis en train de réaliser. J'en ai fait actuellement 30.
Il en reste une vingtaine à faire d'ici le 8 avril. Et le 8 avril donc 2019, on présentera donc une fresque avec ses 50 portraits en mode light painting. Le light painting, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est? Alors c'est une technique photographique. Concrètement, on place un appareil numérique sur un trépied. C'est une photo qui se fait uniquement dans l'obscurité, donc soit la nuit, soit dans une pièce très sombre. Et on va utiliser des sources lumineuses comme des sabres et des lampes de poche pour effectuer en fait des mouvements derrière la personne que l'on photographie. Moi j'ai choisi de photographier des personnes, on peut photographier des bâtiments également, mais moi l'intérêt du projet c'était de photographier ces gens de Val Thorens. On a justement à l'image une des photos. Alors cette photo, là, voilà celle-là, c'est quoi le message que vous souhaitez faire transparaître à travers cette photo? Alors là, il y a plusieurs messages. Donc déjà, au niveau de la personne, j'ai pris en photo Simon, qui est un saisonnier de Val Thorens. Je ne prends pas uniquement les locaux ou les gens qui sont là depuis toujours. Je prends aussi les saisonniers qui viennent faire leur saison de 6 mois. Ce sont les gens qui font Val Thorens. Ce sont les gens qui font Val Thorens. Et je m'attache vraiment à prendre autant de saisonniers que de locaux, que de garçons, de filles, de jeunes et de moins jeunes. En fait, toutes ces personnes réunies sur une fresque représenteront ce qu'est exactement Val Thorens. Donc on a Simon et donc derrière on a des mouvements de lumière effectués avec des sabres. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi je suis derrière Simon en fait en train de réaliser ces mouvements. Et je n'apparais pas sur la photo car je ne suis pas moi-même éclairé. Donc, pour certaines personnes, c'est un petit peu difficile à comprendre. Ouais, c'est un peu technique. Hein. C'est parce qu'on fait les photos dans l'obscurité, on éclaire le personnage. Les mouvements, évidemment, apparaissent puisque ce sont des sables lumineux. Et la montagne apparaît parce qu'à ce moment-là, la lune éclaire les montagnes. Comment est-ce que vous avez eu l'idée de ce projet? Alors, je suis fan de street art. J'essayais de voir ce qui se passait un petit peu sur le net au niveau street art. Comme je ne fais pas de peinture, pas de dessin, je fais un peu de photos. Ce qui se rapprochait le plus du street art au niveau photo, c'était le light painting. Alors, vous l'avez dit, pas de contraintes pour les modèles, mais comment est-ce que vous les choisissez? C'est quoi? C'est des gens que vous croisez dans la rue? C'est des gens que vous connaissez? Alors, un petit peu tout, j'imagine. Je ne les connais pas tous. D'accord. Après, c'est le bouche à oreille en fait qui a fonctionné. On est parti avec 2-3 amis qu'on connaissait. Et ensuite, en montrant les photos des autres, évidemment, ils étaient intéressés pour faire partie de ce projet. Alors, on l'a dit, donc la finalité, c'est donc une grande fresque qui sera exposée, j'imagine, à Val Thorens. Oui. En avril 2019, au cœur même de la station? Alors, le 8 avril, on organise tous les ans ce qu'on appelle la soirée des artistes de Val Thorens, donc dans un bar de Val Thorens qui s'appelle le Wild and Savage. On a tous les groupes locaux qui se produisent, les DJ, mais on fait aussi une exposition en fait. Ceux qui veulent présenter leurs photos, leurs peintures vont exposer ce soir-là. Et l'exposition est reprise par l'Office du tourisme la semaine suivante. C'est quoi le réel objectif d'un projet comme celui-ci? Alors, il y en a deux. Déjà, c'est faire connaître le light painting, en fait, à ceux qui s'intéressent à la photo. Et surtout, pour une fois, de rassembler vraiment tous ces gens qui font Val Thorens sur une fresque. Voilà. Il y a, selon vous, un manque de reconnaissance? Non, il n'y a pas un manque de reconnaissance, il y a un manque peut-être de collectif. On est dans une époque où il y a beaucoup d'individualisme. Là, c'est un projet collectif et ils vont tous se retrouver ensemble sur une fresque. Voilà, ce sera un message à passer. Alors, vous l'avez dit, pour l'instant, 30 photos ont été réalisées. Il en reste donc une vingtaine. Oui. Donc, les prochaines semaines vont être chargées. Oui, après, ça reprend dès la semaine prochaine. On fait aussi des photos d'enfants de la station. Un petit peu plus difficile parce que la personne ne doit pas bouger pendant 20 secondes. Mais après, tout va s'enchaîner et puis on a le temps pour en faire 2-3 par semaine. On va y arriver. On peut d'ores et déjà en voir quelques-unes sur votre page Facebook des photos. Oui. Alors sur la page Facebook Valto Art Music, sur ma page personnelle aussi, et puis surtout le 8 avril pour voir la fresque à Val Thorens. Rendez-vous est pris.
Franck Monnier. On vous invite. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Je vous invite à rejoindre la régie. Et on passe à notre rubrique Bonne idée. Mary Want, bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais tout de suite vous aider. Alors, vous êtes là pour une chronique qui devrait devenir plus ou moins régulière. Exactement. Alors, je disais, donc Mary Want, vous êtes conseillère en phytothérapie notamment. Et ce soir, alors on va faire d'abord connaissance et puis après vous allez nous apprendre à nos téléspectateurs, à nos internautes, à fabriquer un baume respiratoire. Quelques mots sur vous avant ce petit atelier. Alors vous pratiquez sur Lyon et à Saint-Nicolas-la-Chapelle en Savoie. Exactement. Qu'est-ce que vous proposez concrètement ? Alors, je suis porteuse d'un projet qui s'appelle Corps et Plantes, où je travaille vraiment sur une reconnexion à sa santé, à son bien-être, en travaillant avec différents outils, notamment les plantes médicinales, et aussi des techniques de toucher, de massage, voilà. Pourquoi avoir choisi justement ces plantes médicinales ? C'est quelque chose qui... Parce que je suis originaire de Saint-Nicolas-la-Chapelle et que je pense que j'ai grandi dans un environnement où j'ai assez tôt appris à aller cueillir l'arnica, à préparer tout ça. Donc j'ai gardé cette fibre-là et aujourd'hui, j'en fais quelque chose de plus pour le transmettre. Voilà. Alors, on va joindre la parole aux actes. Oui. Vous avez une petite boîte. Alors, exactement. Aujourd'hui, premier atelier, on va essayer de fabriquer, vous allez nous apprendre à fabriquer un baume respiratoire. Cette saison, un baume respiratoire avec l'hiver qui va arriver. Après, là, c'était un peu difficile aussi de mettre en place une technique particulière parce qu'en ce moment, on ne peut pas récolter beaucoup de plantes. Donc, je vais vous proposer un baume à partir d'huile essentielle. Voilà, donc une forme qu'on peut trouver facilement actuellement. Mais j'ai vraiment choisi une proposition simple pour que les gens puissent essayer de la réaliser au maximum chez eux avec 2-3 ingrédients très basiques. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin ? Alors, on a besoin d'une balance déjà. Une balance au centième, parce que c'est quand même assez précis, surtout sur des petites quantités, et avec les huiles essentielles. Pour un baume, on va travailler avec des corps gras, donc ce qui fait que c'est une préparation assez simple à faire, contrairement à une crème ou des choses comme ça se conserve bien. Donc on a besoin de corps gras, donc là une huile végétale. Donc j'ai pris une huile de tournesol qui est une huile fluide qui pénètre bien dans la peau. Le deuxième ingrédient c'est la cire d'abeille. Donc là moi je la prends chez un apiculteur que je connais. Je vous invite à faire pareil parce que c'est des produits de bonne qualité. Et sinon en magasin bio ça se trouve également. Voilà. Et j'ai choisi 4 huiles essentielles pour ce mélange qui peuvent être changées. C'est pour ça que la base qu'on va réaliser peut être adaptée pour d'autres baumes. Et après, c'est selon les volontés. Voilà. Mais voilà, donc on peut se rapprocher d'un professionnel pour être conseillé pour l'utilisation des huiles. Alors une fois qu'on a tous ces ingrédients, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, déjà, on pense à bien désinfecter tout le matériel avant pour pouvoir conserver son produit et qu'il soit sans risque. Donc on va utiliser un bain-marie avec un bol en inox comme j'ai moi ici ou un autre récipient. Et donc on va d'abord faire nos pesées. Donc on est sur une formule ici en pourcentage, mais du coup là je l'ai fait pour 50 ml. Donc on va avoir 80% d'huile végétale, 15% de cire. De cire d'abeille. De cire d'abeille. Et du coup 5% d'huile essentielle. Donc ce qui fait que c'est quand même un baume qui va pouvoir être utilisé à la fois pour des adultes et des enfants au-dessus de 7 ans, je précise bien, par le choix des huiles essentielles et la concentration. Quelles sont les vertus d'un baume comme celui-ci ? Alors là, avec les huiles essentielles que j'ai choisies, on va avoir à la fois une activité avec le thym à linalol qui va plutôt agir à la fois sur la fatigue, sur le côté anti-infectieux et sur un stimulant l'immunité. Ensuite, j'ai de l'eucalyptus radiata qui va être aussi, qui va aider sur les voies respiratoires hautes, principalement ORL, les systèmes respiratoires en entier. La lavande vraie, qui est principalement pour les enfants, va aider à mieux calmer la toux en antispasmodique et également à calmer au niveau de la fatigue et du sommeil. Et celle que je mets en concentration la plus élevée dans ce baume, c'est le Melaleuca quinquenervia, qui est le niaouli, et qui est du coup vraiment une grande huile essentielle qui va aider sur le système respiratoire dans son entier. D'accord. Donc une fois qu'on a tous ces ingrédients, voilà. Qu'est-ce qu'on fait ? On les mélange ? La première chose, c'est qu'on va prendre notre huile végétale, qu'on va peser dans le bol. On fait bien les peser de manière séparée, histoire de ne pas se tromper à la base. On va râper en petits copeaux la cire d'abeille pour qu'elle puisse bien fondre.
Et une fois que l'eau bout dans le bain-marie, on place tout ça. On peut utiliser également un thermomètre qui va à peu près arriver à 50 degrés une fois que le mélange est prêt. Mais le meilleur indicateur, c'est vraiment que la cire d'abeille soit fondue. D'accord. Voilà. Au Et moins, une ça, fois que la cire d'abeille est fondue, on enlève le bol, on fouette bien énergiquement. Une fois que c'est un peu refroidi et que ça a cette texture-là environ, un peu crémeuse comme ça, on peut ajouter les huiles essentielles qui ne supportent pas bien la chaleur. Donc il faut bien penser à les mettre après. On remélange, on met dans un petit pot, on met une étiquette, histoire de savoir quand on l'a fait quand même. Et voilà, et c'est tout simple. Et on peut l'appliquer en massage sur le torse pour les adultes et plutôt le long de la colonne vertébrale pour les enfants. Un produit comme celui-ci, c'est très important la précision, oui. Un produit comme celui-ci, ça se conserve combien de temps? Là, on peut être bien sûr 1 an s'il est conservé dans de bonnes conditions, c'est-à-dire pas éloigné d'une source de chaleur. Voilà, principalement la chaleur qui va changer un peu la composition. Est-ce qu'on peut retrouver ce type de recette et peut-être d'autres sur votre site internet qui est en construction, on signale, oui. Et sur vos réseaux voilà. sociaux? Oui, voilà, je suis vraiment en train de commencer à faire tous ces ateliers. Donc, j'ai aussi donné la recette que vous retrouvez sur votre page Facebook pour ceux qui ont envie de la refaire chez eux. Alors, on me fait signe dans le web qu'elle est en commentaire sous l'émission, donc les gens peuvent facilement la trouver. Ok, très bien. Vous lancez ce mercredi une campagne de financement participatif pour Exactement. ce projet. Voilà. C'est un cap important? C'est un cap important parce que je fais déjà quelques petits ateliers comme ça, mais là, c'est vraiment de passer à plus d'ampleur, traiter plusieurs thématiques différentes et puis essayer de répandre un peu le savoir-faire par soi-même au plus grand nombre. Merci beaucoup. Merci à vous. En tout cas, Mérymande, on vous retrouvera bien sûr sur les antennes de Vivement, sur ce canapé d'Accès Direct. Allez, un petit peu d'histoire avant d'accueillir à nouveau Victoria. Je suis en liaison Skype avec Arnaud Pillot, le directeur du foyer pour l'éducation populaire de Thônes. Bonsoir Arnaud, est-ce que vous m'entendez? Bonsoir. Oui. Alors, les rencontres du film des Résistances fêtent cette année leur 18e anniversaire. Dites-moi, ça commence à compter 18 ans? Et oui, c'est un événement qui est maintenant attendu et espéré par les gens de la vallée et même du département, effectivement. Pardon. Est-ce qu'il y a une thématique particulière cette année? Comment? Est-ce qu'il y a une thématique particulière cette année? Non, alors c'est la particularité de ces rencontres. Maintenant, depuis 18 ans, elles ont évolué. Avant, c'était un vrai travail de mémoire qu'on a gardé, effectivement, à travers différents films. Mais maintenant, on essaye d'ouvrir aussi à différentes formes de résistance. Les résistances des classes, les résistances d'égalité hommes-femmes, les résistances sur l'homosexualité. Voilà, tous ces genres de problèmes sociétaux qui sont encore d'actualité et qu'on essaye de mettre en avant à travers différents films. Alors l'avantage pour votre festival, c'est que de tout temps, il y aura des personnes pour résister. Ça restera toujours d'actualité, la résistance. Oui, et puis on essaye aussi de transmettre cette fibre, entre guillemets, parce qu'on reçoit donc, pendant ces rencontres plus de demi-scolaires donc, qui vont de la maternelle jusqu'au lycée professionnel, lycée, donc terminale, et avec qui on essaye d'avoir des échanges. On essaye aussi de leur transmettre cette envie d'avoir un regard critique sur la société, qu'ils aient aussi leur mot et leur envie de résister peut-être, mais aussi de ne pas accepter la réalité telle qu'elle est. Au fil des années, vous vous êtes rendu compte que les résistances ont évolué? Oui, alors on peut donner comme exemple la première édition où il y avait 4 ou 5 films avec, je crois que c'était 400 spectateurs. Maintenant, on est sur 36 films proposés avec l'année dernière 7800 spectateurs qui sont venus voir des films donc à Thônes, mais aussi sur le département. Dernière question, quels seront les moments forts là d'ici au 14 novembre? Alors, le moment fort, ça commence demain avec la soirée d'inauguration à la salle des fêtes de Thônes à 18h. Où là, vous allez découvrir un peu les différents partenaires et la programmation de ces rencontres, avec les couleurs de ces rencontres. Après, le temps fort, c'est la présence des invités pratiquement tous les soirs sur les séances de 20h30. Et ce week-end, on fait aussi un petit clin d'œil au centenaire de l'armistice avec une rediffusion de Charles Soldat et les Sentiers de la Gloire. Merci beaucoup Arnaud. Et ben voilà, merci beaucoup à vous. Merci, au revoir. Allez, Victoria est de retour pour le rappel des titres. On va parler de jeunes enfants malades qui s'essaient au parapente, côté du Salève.
Oui, tout à fait. Une journée pour oublier son handicap ou sa maladie. L'association Nos Petites Étoiles a invité une dizaine de familles à découvrir le temps d'une journée le monde d'Eliott Nochez, parrain de l'association et champion du monde de parapente acrobatique. Puis les acteurs régionaux du tourisme essayent de séduire la clientèle jeune. Oui, ils étaient réunis du côté de Chambéry ce mardi pour le projet Génération Montagne qui a été lancé en 2017 et qui vise à faire revenir les jeunes dans les stations de montagne. Emmanuel Jaude était sur place pour suivre ces tables rondes, ces réunions. Il nous en dira plus dans le journal. Merci beaucoup Victoria. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes. Ne bougez pas. Juste après la pub, le retour d'Accès Direct et le journal. A tout de suite.